Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 49e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, avec mes collaborateurs football, Thierry Murray et Michael Montcharland, on vous parle d'un des événements les plus attendus en Amérique du Nord, le Super Bowl 57 ou autrement appelé le Kelsey Bowl. Ça, les gars, est-ce que vous êtes excités en vue de cet événement? Thierry va commencer. Ben, j'ai pas le choix d'être excité. Les Eagles sont rendus là. Mon Ouais. équipe que je prends. Donc, j'attends ça avec impatience depuis plus d'une semaine, là. Michael. Très excité en préparant l'émission là. Je pense que ça va être serré. Je sais pas trop de quel bord aller. Fait que très excité pour le match. Justement, le 10 match, là, cette finale tant attendue, aura lieu dimanche prochain en Arizona à 18h30. On sait, les Américains font les choses en grand. Je pense qu'on peut s'attendre à une semaine médiatique assez haute en couleur, hein. On aime ça vraiment aller chercher le plus de jus possible. Puis finalement, durant le grand match, les hymnes nationaux, le spectacle de la mi-temps, je pense que même pour les gens qui ne regardent pas le football, c'est tout un événement à regarder. Parlons justement des deux équipes qui s'y affronteront, hein, les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Ça a été un parcours pour s'y rendre complètement différent. Ce qui est spécial, c'est qu'on retrouve finalement les deux premières équipes de leur association respective. Les Chiefs qui ont terminé premier avec 14-3 dans l'américaine. On a débuté avec une victoire de 27-20 contre les Jaguars pour ensuite y aller d'une victoire à l'arraché contre les Bengals de 23-20. Comment tu trouvais le parcours éliminatoire jusqu'à présent des Chiefs, Michael? Parcours, écoute, je suis pas prêt à dire impressionnant parce qu'on, tu sais, dans nos prédictions dans le podcast d'avant-série, on les mettait, tu sais, il y a beaucoup qui les mettaient au Super Bowl, donc ils ont fait leur chemin, on s'attendait, je crois. Leur plus gros test, c'était contre les Bengals avec un Mahomes diminué, puis je pense qu'ils ont quand même bien relevé le défi, donc un beau parcours pour les Chiefs jusqu'à maintenant. Quand même, on est sur une vague de 7 victoires de suite, donc on arrive avec du momentum. On dirait que contre les Jaguars, on en a fait juste le minimum pour gagner. On n'avait pas besoin de nécessairement peser sur l'accélérateur. Puis tu l'as dit, là, contre les Bengals, ça a été peu impressionnant, mais compte tenu de la panoplie de blessures qu'ils ont eues, je pense que ça met les choses en perspective. Puis finalement, ça a été une dernière séquence assez dramatique qui a mené au botté gagnant de Harrison Butker. Donc, ça a été quand même une rencontre qui aurait pu aller des deux côtés complètement, là. Vraiment, une victoire à l'arraché, comme tu as dit, malgré leurs multiples blessures, puis écoute, quelques erreurs là, des Bengals. On va s'en rappeler longtemps de la pénalité Absolument. de Judas contre le corps arrière là, Et de Joseph Assay. Joseph Fessay aussi va s'en rappeler longtemps. De l'autre Oui. côté, les favoris, hein, depuis de nombreuses années de Thierry, ils ont terminé premier de leur association avec une fiche exactement la même fiche que celle des Chiefs, là, 14-3. Parcours complètement différent. On parle d'une victoire, deux victoires relativement faciles, 38-7 contre les Giants, 31-7 contre les 49ers en finale d'association. Mais le pointage ne reflète pas nécessairement la réalité contre les Niners. Il faut vraiment mettre les choses en perspective pour ce match pour expliquer vraiment ce qui s'est passé, Thierry. Ben oui, effectivement, on s'attendait à un match quand même très serré, là, deux formations qui étaient très bonnes, surtout en défensive. Donc, peut-être voir une équipe qui allait donner plus de résistance aux Eagles que les Giants la semaine d'avant. Ouais. On n'a pas eu ce match-là parce que ben, les 49ers ont perdu Brock Purdy en débutant le match. Puis même s'ils ont une bonne défensive, elle était tellement tout le temps sur le Ouais. terrain qu'à un moment donné, une défensive, mais aussi bonne qu'elle peut être, ne peut pas arrêter une équipe tout un match en étant constamment sur le terrain. Donc, le temps de possession était complètement à l'avantage des Eagles. Donc, c'est sûr que c'est des statistiques qui ne reflètent pas vraiment l'équipe contre qui on joué. Donc, c'est Parce que certain qu'il y a Même un si la manque défensive des, d'adversité. même si la défensive des Eagles était très, très solide, ils ont eu simplement à neutraliser le jeu au sol. Mais à l'inverse,
c'est l'attaque des Eagles qui n'a pas été très convaincante dans cette rencontre. Si ce n'était pas de plusieurs pénalités très coûteuses des Niners, ce match-là aurait quand même pu être pas mal plus serré, là. Oui, effectivement. Je pense que ça a pris du temps avant que l'attaque se mette en marche. Je pense que justement, il a fallu qu'ils attendent que la défensive s'essouffle avant de Ouais, pouvoir absolument. aller dessus parce qu'à la fin de la première mi-temps, c'était 14-7. Puis même que c'était à cause d'une pénalité en fin de première mi-temps qui a donné un 7 points aux Eagles. Donc, Exact. ça aurait pu être facilement 7-7 après une première mi-temps sans corps arrière du côté des 49ers. Donc, jusqu'à ce moment-là, on avait encore un match, mais c'est sûr que là, en deuxième mi-temps, là, le- le- l'énergie était plus là au niveau de la défensive. C'est là que les Eagles ont commencé à- à piler sur les 49ers. Les Eagles aussi arrivent avec une tonne de momentum. Eux qui ont seulement eu une seule défaite avec Jalen Hurts au poste de quart cette saison. On a eu 2 défaites en fin de saison, mais on ne peut pas vraiment les prendre en considération comme leur quart vedette n'y était pas. Et petit fait à mentionner, comme mentionné en début d'épisode, hein, le Kelsey Bowl, c'est la première fois de l'histoire que des frères s'affrontent. On a déjà eu des frères qui ont joué dans la même équipe avec les McCourty, avec les Patriots. Mais là, l'allié rapproché vedette, Travis Kelsey, qui affronte son frère, qui est le centre de la ligne offensive des Eagles, Jason. Donc, ça risque d'être très déchirant pour les parents, mais les deux ont déjà gagné le Super Bowl, donc je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui sera trop perdant, mais ça pourrait potentiellement bien finir la carrière de Jason. Euh, je vous fais part du plan de match pour l'épisode d'aujourd'hui. On va essayer de couvrir le plus possible, le plus de facettes de chacune des équipes pour avoir une analyse qui est complète. Je pense que lors de notre premier épisode sur les éliminatoires, on y allait un petit peu plus de manière vague pour couvrir le plus de contenu possible. Mais là, on rentre en profondeur dans le sujet et on va vous proposer un contexte un petit peu différent de celui des dernières années. On va vraiment y aller confrontation contre confrontation. Donc, l'attaque des Chiefs et plusieurs de ses facettes contre la défensive des Eagles. Les joueurs qui vont s'affronter directement afin de vraiment avoir une meilleure idée de ce qui va se passer dimanche prochain. Commençons avec l'attaque des Chiefs contre la défensive des Eagles. Le premier élément, ce n'est pas celui qui est le plus sexy, mais il est ô combien important. La ligne offensive des Chiefs contre la ligne défensive des Eagles. Pour ce qui est des Chiefs, on parle quand même de la troisième meilleure ligne offensive de la NFL pour les sacs accordés avec seulement 1,5 par match. C'est une très bonne ligne offensive, Michael. Ouais, très bonne ligne offensive là, qui le leader, si on veut, c'est bien Humphrey. Là, j'ai oublié son prénom. Il est troisième dans la NFL pour la protection contre la passe, premier pour le jeu au sol. Donc, c'est un centre super important. Les gardes à gauche qui couvrent l'angle mort de leur corps arrière, Patrick Mahomes, Tooney et Brown, Ouais. qui font un excellent travail aussi. Là. Donc, on sait les Chiefs, leur attaque, c'est surtout par la passe. Donc, ça prend des bons bloqueurs qui vont lui donner du temps. Et pour dimanche, ça va être encore plus important d'avoir du temps pour Mahomes parce qu'on sait qu'il est un petit peu diminué là, au niveau de la cheville. Donc, il ne pourra pas tant se sauver à gauche à droite. Donc, la ligne à l'attaque va devoir faire le travail pour ça. Contrairement à la ligne des Bengals, c'est une unité qui est en santé, donc toujours plaisant d'avoir le plus de joueurs réguliers qui seront partants. C'est seulement 2 sacs alloués en éliminatoire en 2 parties, donc on est extrêmement solide lorsque ça compte, sauf qu'on affronte toute une bébête, là, un monstre Oh, à oui. plusieurs têtes du côté des Eagles. La ligne défensive ont appliqué une moyenne de 4,1 sacs par match. C'est hallucinant, cette statistique-là. On est C'est que évidemment ça va vite de première. partout. Là. On est premier de la NFL. Et parle-nous de cette unité défensive qui met de la pression sur le corps, Thierry. Comme tu l'as mentionné, ça va être vraiment intéressant de voir ce duel-là parce que c'est là que ça se joue des matchs de football, c'est dans les Ouais. tranchées. Puis là, justement, on a une des meilleures lignes à l'attaque contre la meilleure ligne défensive. Donc, comme tu l'as dit tantôt, 4,1 sacs par match pour un total de 70 sacs dans la saison. Donc, c'est énorme. Ouais. Et comme tu l'as mentionné, on a des joueurs de partout.
Donc, qui on doit doubler dans cette équipe-là? Est-ce que c'est Hassan Reddick? Est-ce que c'est Fletcher Cox? Est-ce que c'est Javon Hargrave? C'est-tu Josh Sweat? Il y en a de partout. Graham Donc, aussi, on le sac cette Graham. année. Donc, en plus, plusieurs bons vétérans, plusieurs bons jeunes joueurs. Donc, tu sais, c'est tout le monde qui met à contribution. Donc, c'est vraiment tout un front défensif. Ils sont très bons par la passe, contre la passe pour mettre de la pression. Le petit bémol, par contre, c'est que contre le jeu au sol, des fois, il y a des matchs qui, on dirait qu'ils l'échappent. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Des fois, des fois, ils ont des matchs excellents, puis d'autres fois, ils laissent des matchs à 150 verges à des équipes dans la saison régulière. Donc, ça va rester à voir. Là, est-ce qu'ils vont arrêter le jeu au sol, qui n'est pas une facette explosive nécessairement des Chiefs. Donc, c'est peut-être le petit bémol, mais je pense qu'il devrait être en mesure Puis de parmi tous l'arrêter. les joueurs que tu as nommés, celui qui pourrait terroriser Pat Mahomes, ben, c'est Hassan Reddick. Il arrive avec des statistiques de 3,5 sacs depuis le début des éliminatoires. C'est lui qui, justement, a infligé la blessure à Brock Purdy. Il est excellent pour repousser la ligne offensive. Donc, parle-nous un petit peu de l'impact que ce gars-là pourrait avoir euh, pour mettre de la pression sur Mahomes, là. Ben, en fait, moi, ce que je trouvais dans les dernières années, c'est que les Eagles manquaient un chasseur de corps rapide, vraiment qui Ouais. amène de la pression rapidement. Puis justement, cette saison, ils sont allés chercher Hassan Reddick. Lui est un petit peu plus petit, mais qui amène beaucoup de vitesse, donc qui est capable de se rendre rapidement au corps, capable de contourner des joueurs de ligne, puis d'aller par en arrière chercher le corps arrière. Donc oui, il amène une rapidité justement qui manquait dans les dernières années à cette équipe-là. Puis comme j'ai parlé tantôt, il y a tellement beaucoup de joueurs que ils ont une profondeur qui fait en sorte qu'ils ne seront pas essoufflés, ces joueurs-là. Tu sais, Absolument. c'est tout. Tu sais, les joueurs de ligne, eux, vont rester constamment sur le terrain. On ne change pas des joueurs de ligne. C'est les 5 mêmes tout le temps. Tandis Mhm. qu'en défensive, on fait une rotation. Puis On peut il y a tellement de permuter, ouais. bons joueurs que c'est pas stressant d'envoyer des gars de deuxième ligne, de troisième ligne, faire quelques jeux, puis de ramener après ça des Hassan Reddick reposés, puis justement faire des gros jeux après. Donc, cette profondeur-là va faire en sorte que l'énergie va être là pour tout le match. Tout un choc à prévoir à ce niveau-là. Thierry avait commencé à parler du jeu au sol, mais parlons de celui des Chiefs qui est 20e dans la NFL. C'est une statistique qui n'est pas nécessairement représentative, je pense, de ce qu'on va avoir, car leur porteur de ballon partant, Isaiah Pacheco, a vraiment eu la pole à partir de la mi-saison. Il a quand même réussi à accumuler des statistiques impressionnantes de 830 verges au sol, une moyenne de 4,88 verges par course, 5 touchés. Donc, c'est pas la même attaque au sol qu'en début de saison, hein, Michael. Non, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, je suis pas prêt à dire que c'est le gros char, là, l'attaque au sol Non, des c'est ça. Chiefs. Dans le sens, c'est pas leur moteur à l'attaque. Des fois, tu sais, ça va donner une petite pause à Mahomes, puis des fois, ils vont surprendre avec des jeux au sol. Et oui, Pacheco, c'est un petit demi-offensif super dynamique, euh, capable de faire des belles feintes, de trouver de l'espace. Ensuite, on a McKinnon qui va aider Mahomes, mais plus au niveau de la passe. La Donc, passe. Ouais. tout ce qui va passer au sol, ça va être soit Mahomes, mais encore là, diminué, ou Pacheco. Donc, je m'attends pas nécessairement à un gros match pour l'attaque au sol des Chiefs. Si on se fait au dernier match là, des Chiefs, Pacheco, si je me trompe pas, il y a eu 26 verges en 10 courses. Là. Donc, il va pouvoir se reprendre, mais encore là, c'est contre une des meilleures lignes défensives. Donc, si les Chiefs sont capables de créer des brèches, puis Pacheco est capable de chercher sa vitesse, peut-être, mais je Qui va être m'attends pas à dangereux une aussi, énorme c'est performance. Isaiah Pacheco est un gars tellement énergique que s'il est capable de faire 2, 3 bonnes courses de suite, ben, il pourrait être parti pour le match complet. Et fait à noter, les Chiefs ont activé leur porteur de ballon, Clyde Edwards-Helaire, qui revient d'une blessure. Il a manqué presque la moitié de Oui. la saison. Il a eu un début d'année difficile, potentiellement que tout en raison d'une blessure, ça pourrait être un facteur X dans ce match. Tu as parlé, Thierry, du jeu des Eagles contre la course, mais ils sont 16e dans la NFL. Donc, comme tu as dit, à certaines rencontres, on pouvait être dominant, d'autres moins. On doit noter le travail du secondaire TJ Edwards, qui est le leader de cette équipe au niveau des plaqués avec 159.
en plus en profondeur, là, on parle de Fletcher Cox, oui, qui est un monstre. Kazir Wade et Hassan Reddick, ils sont bons pour être en tant que chasseurs de corps, mais contre la course, un petit peu moins efficaces. Oui, ben c'est ça. Puis tu parlais de TJ Edwards qui est un des meilleurs de la ligue pour les plaquer. Justement, ce qui est quand même intéressant avec la ligne défensive des Eagles, c'est qu'ils sont capables de mettre une pression à 4, ce qui fait en sorte que les receveurs peuvent être un peu plus reculés et être plus en espion. Parce que des fois, quand tu blitzes trop, le blitz contre le jeu au sol, tu peux te compromettre puis ouvrir des grandes brèches. Donc, le fait qu'ils sont capables de mettre beaucoup de pression à 4 laisse les secondaires qui peuvent s'occuper plus du jeu au sol. Puis ça pourrait être un facteur assez important. Kazir White, qui est assez rapide quand même sur les extrémités. TJ Edwards, qui patrouille le champ arrière. Comme je dis, ils ont une moyenne de 120 verges allouées par match en saison régulière, mais je pense que ça ne reflète pas euh, l'ensemble de la saison. Ça, il y a certains matchs qui l'ont vraiment échappé, qui ont laissé des jeux au sol être vraiment productifs, mais je pense qu'en majorité du temps, ils sont quand même assez bons pour l'arrêter. Donc, on a je pense ajouté que aussi c'est quelques. le gros plaqueur défensif, Ndamukong Suh, qui a déjà gagné un Super Bowl avec les Buccaneers. Donc, il peut avoir, même s'il n'est pas nécessairement partant, peut avoir un rôle important pour justement stopper ce jeu au sol. On se transporte vers le jeu aérien des Chiefs, qui est vraiment la force. Et là, tout à l'heure, on parlait d'une confrontation intéressante, mais on en a une excellente aussi. Je pense que ça va être la confrontation du Super Bowl, celle à surveiller, celle du jeu aérien des Chiefs contre essentiellement le travail de la tertiaire des Eagles. L'attaque des Chiefs est première par la passe dans la NFL et c'est beaucoup grâce à Pat Mahomes et Travis Kelce. Ouais, donc, tu sais, c'est la meilleure équipe par la passe. Donc, on s'attend à des gros noms. Puis là, après ça, on regarde les receveurs des Chiefs. Juju Smith-Schuster, qui possiblement ne jouera pas, blessé au genou. Ensuite, Valdez Scantling, un ancien des Packers. Sky Moore, puis là, évidemment, on a Travis Kelce. Mais les autres que j'ai nommés avant, c'est pas des superstars, si on veut, comme receveurs, mais Pat Mahomes, c'est le corps arrière qui a bien distribué le ballon cette année, qui lui a permis justement d'être le numéro 1 par la passe cette saison. Donc, Travis Kelce, c'est sûr, c'est sa cible numéro 1. Il est gros. Et puis souvent, ce qu'on entend, c'est que Kelce, il n'y a même pas des tracés préétablis au début des jeux. Il s'aligne comme receveur de passe. Puis après ça, ben, il trouve son espace. Pat Mahomes connecte avec lui. Puis c'est payant souvent troisième essai. Donc, ils sont capables de garder la possession du ballon et d'écouler le temps de cette façon-là. C'est vraiment ça pour les Chiefs. Travis Kelce est cette option numéro 1. On le voit en éliminatoire, là, 176 verges, 3 touchés. Mais qui va être cette deuxième option? La semaine passée, ça a été Marquise Valdez-Scantling, 116 verges. Par contre, il va se rendre compte qu'il n'affronte pas Eli Apple, qui a eu une soirée atroce contre lui lors de la finale d'association. Qui va être ce second-là? Juju, s'il joue, s'il est clairement affecté par une blessure, il n'a pas eu un match productif depuis le 18 décembre. Mais Corley Hardman aurait pu être cette option-là, mais grave blessure au bassin. C'est franchement improbable. Aussi bon que Pat Mahomes est, cette équipe-là a perdu cette deuxième option en Tyreek Hill qui aurait pu être le 1A, 1B. Il n'a pas été remplacé cette année. Et contre une unité qui est franchement dominante que celle des Eagles, ça va être difficile. Tu as parlé tout à l'heure de Jerick McKinnon, mais c'est un gros point pour les passes dans le flanc, là, des passes et courses. Donc, c'est un ajout quand même de taille, mais ça reste qui va prendre cette pôle-là pour les Chiefs en tant que receveur comme deuxième option. C'est vraiment une question qu'on n'aura peut-être pas la réponse, là. C'est gros point d'interrogation. Puis à la limite, ça risque d'être la clé parce que, tu sais, Kelce, il risque d'être doublé. Oui, il va faire ses catchs, mais les Eagles vont essayer de le diminuer. Vu que la D-line, la ligne défensive des Eagles est capable de mettre la pression sans trop avoir de blitz, ben, les autres peuvent couvrir plus de terrain. Donc, effectivement, le deuxième receveur, là, c'était Valdez Scantling qui a eu un énorme match contre les Bengals. Il va falloir qu'il continue sur sa lancée. Pas le choix si les Chiefs veulent avoir du succès.
Et ils affrontent, Thierry, la meilleure défensive de la NFL contre la passe. On a terminé premier. Parle-nous de cette unité qui est franchement impressionnante. Comme tu le dis, ils ont fini premier avec 180 verges allouées par match en moyenne. Ont aussi réussi 17 interceptions en saison, donc sont au 6e rang à ce niveau-là. Il y a le retour aussi de Davante Maddox, le troisième demi-défensif, qui a manqué beaucoup de matchs pendant la saison. Là, il va être là. Ce qui est intéressant, c'est que tous les partants des Eagles sont là, Ouais. autant en attaque qu'en défensive. C'est quelque chose que j'ai rarement vu dans la NFL rendu au Super Bowl, d'avoir tous ces partants qui jouent. Donc ça va donner euh, beaucoup de cohésion. Il n'y a pas de trou dans le terrain parce qu'il manque un gros joueur. Donc, c'est vraiment intéressant à voir qu'il n'y ait pas de blessure. Ce qui Autre est chose que intéressant du côté j'aimerais des, voir. Ce qui est intéressant du côté des Eagles, c'est si on compare avec la défensive des Rams l'an passé, où on avait Jalen Ramsey d'un côté, on ne l'attaquait pas souvent, on allait de l'autre côté. Mais là, d'un côté, dans les demi de coin, on a James Bradbury, qui a quand même été deuxième dans la NFL pour les passes rabattues. Et de l'autre, on a Darius Slay. Les deux ont 3 interceptions chacun. Darius Slay, 8e dans la NFL pour les passes rabattues. Donc, on n'a pas vraiment d'issue. On a CJ Gardner-Johnson au centre à la position de maraudeur. Donc, dans les 3 espaces, 3 facettes du terrain, on est dominant du côté de la défensive des Eagles et du côté de la tertiaire. Puis comme tu l'as dit, on a tellement des joueurs talentueux versus le groupe de receveurs des Chiefs qui n'est pas nécessairement un groupe à tout casser. On est capable d'avoir des confrontations 1 à 1 Ouais. qui va permettre justement d'avoir Kelsey doublé. Puis moi, je veux que Kelsey soit doublé tout le match. Peu importe le jeu, il faut que ce Ouais. gars-là soit doublé en tout temps puis de faire le moins de zones possible contre lui parce que il y a un talent inné pour trouver la zone, trouver le trou. Donc, il faut, il faut que Kelsey soit complètement stoppé puis que ce soit d'autres joueurs qui battent les Eagles. Si les Eagles se font battre par Kelsey à la fin du Super Bowl, c'est un échec. Absolument. C'est lui. Il faut que Jonathan Gannon, le coordonnateur défensif, trouve des façons de De contrer Kelsey l'arrêter, pour ouais. nous battre avec un autre joueur que lui. Le dernier point qu'on doit considérer dans ce duel d'attaque contre défensive, mais c'est le travail général, on en a parlé un petit peu, mais de Pat Mahomes. On doit revenir sur la saison incroyable qu'il a eue, Michael. Il a de très bonnes chances d'être le MVP. Son passing rate en série est complètement extraordinaire, de 105,4 et de 112,5. Blessé à une cheville, ce gars-là est capable de tout faire, et même dans une équipe moyenne au niveau de l'attaque, il est capable de les amener au plus haut sommet. Là. Vraiment. Tu sais, moi, Patrick Mahomes, évidemment, on voit tous ces jeux spectaculaires, le type de passe sous-marin qu'il peut faire, Ouais. lancer sur un pied, peu importe. Mais tu sais, je me disais tout le temps, il y a Travis Kelce, après ça, il y a Tyreek Hill, donc tu sais, il est bien supporté. Mais c'est vraiment, je trouve, cette année, Ouais. cette saison, on a pu voir l'ampleur de son talent. Parce que, à part Kelce, justement, oui, il y avait des receveurs, mais il était correct, là, sans plus. Donc, c'est là qu'on a vu vraiment toute son intelligence, surtout. Et Coach Reid, c'est ça qu'il a dit. Une qualité sur Mahomes qui l'aide le plus à être le meilleur joueur de football. Il dit c'est son intelligence. Ouais. Cette année, on l'a bien vu. Puis on continue de le voir. Il est diminué. Il jouait sur une patte contre les Bengals. Il s'en est super bien sorti. Donc, ouais. Et les Chiefs s'accordent si peu de sacs du corps, justement grâce à cette intelligence-là. Pat Mahomes, tout est calculé. Il va se débarrasser du ballon lorsque c'est nécessaire. La preuve, il n'a aucune interception en éliminatoire. C'est un gars qui ne fait pas d'erreur, donc très, très cérébral. Donc, c'est bien que tu le mentionnes que justement, cette année, c'est une saison, je pense, c'était la saison qu'il avait besoin pour dissimer tout doute qu'il aurait pu avoir à son endroit, comme quoi c'est un corps d'exception. On va se transposer vers l'autre facette de cette rencontre, l'attaque des Eagles contre la défensive des Chiefs. Un duel un petit peu moins palpitant entre la ligne offensive des Eagles contre la ligne défensive des Chiefs. Quand même, la ligne offensive des Eagles est 22e pour les sacs alloués avec 44. Mais en séries éliminatoires, on semble avoir trouvé notre aire d'aller. On en a seulement alloué 2. Donc, Ouais, donc,
comme je disais tantôt, tous les partants sont à leur poste. Donc, ça, déjà là, sur une ligne à l'attaque, ça fait toute une différence. Il y a plus de cohésion, moins d'ambiguïté sur chaque jeu. Euh, c'est sûr. En plus, comme tu le disais, on n'a alloué aucun sac contre l'excellent front défensif des 49ers Ouais. et Joey Bosa, non, c'est Nick Bosa qui a été complètement annihilé. Il n'a rien fait complètement, peu importe s'il était du côté de Lane Johnson ou de Jordan Mailata de l'autre bord, il n'a pas été capable de passer. Donc, ils sont capables d'arrêter les meilleurs. Il y a au centre qui vont affronter Chris Jones, que là, ça va peut-être être Ça va un bon brasser. match parce qu'en plus, on a parlé de Jason Kelsey tantôt au centre. C'est un excellent centre, mais très petit Pas le pour un plus gros. O-line. Ouais. Donc, Ouais. contre le gros Chris Jones, peut-être ça va y prendre un peu d'aide d'un des deux gardes. Donc, je pense Clairement. qu'on a déjà mis le plan de match là-dessus. Mais sinon, je, je pense que toutes les autres O-line sont capables de prendre leurs joueurs un à un, même Frank Clark, peu importe où il va se positionner. Frank Clark n'est pas aussi bon que Nick Bosa, puis je pense pas qu'il va faire mieux que lui contre les deux gros euh, Deux gros bloqueurs joueurs à des droite, Chiefs. à gauche. Justement, cette ligne défensive, Michael, est deuxième dans la NFL pour les sacs avec une moyenne de 3,3. Et les Bengals semblent avoir fait l'énorme erreur pour les Eagles d'avoir réveillé Chris Jones en série. Lui qui n'avait jamais eu de sac en carrière, aussi fou que ça puisse être, il en a eu 2 lors du dernier match. C'est un joueur absolument dominant, le leader de cette défensive-là. Ouais, vraiment. Tu sais, cette saison, Chris Jones était le meneur pour les sacs, puis le meneur également pour les échappées provoquées. Donc, c'est vraiment un joueur à surveiller. Mais écoute, Thierry a défait beaucoup d'arguments dans le sens que, à part Chris Jones, les gars vont pouvoir prendre chacun des joueurs de la ligne défensive des Chiefs un à un, puis je pense qu'ils vont bien s'en sortir. Là, à la limite, tu doubles Chris Jones, puis le reste, ils vont être capables de s'arranger avec ça. Là. Donc, pour moi, la ligne défensive des Chiefs ne sont pas nécessairement une menace pour, surtout avec un corps mobile. Ouais. Je trouve que ça va être difficile là, d'aller mettre de la pression puis de mettre les Eagles dans le trouble. Je pense qu'ils vont devoir apporter des blitz puis des jeux en croisé pour essayer de déstabiliser cette ligne-là. Définitivement, Mais je ça va pense Mélanger, que clairement là. être. s'ils vont talent pour talent, ils passeront pas. Là. Il va falloir Ouais. y aller de stratégies plus complexes un peu. Faisons justement cette transition vers le jeu au sol des Eagles contre le front défensif des Chiefs. Les Eagles sont 5e dans la NFL pour le jeu au sol et ça peut venir quand même de toutes parts. Là. On a Jalen Hurts, le corps arrière qui peut courir, mais les porteurs de ballon, Miles Sanders, Kenneth Gainwell et Boston Scott peuvent tous amener quelque chose de différent dans un match. Donc, c'est très intéressant pour l'attaque des Eagles. Ouais, donc comme tu l'as parlé, c'est un trio qui est très explosif. Ils amènent chacun leur petite épingle du jeu. Il y a Jalen Hurts aussi il est excellent pour les options course-passe. Donc, faut jamais l'enlever de l'équation qui peut toujours partir à courir d'un moment à l'autre. En 2 matchs, on a couru pour 416 verges. Donc, on a vraiment pilé sur le corps 7 touchés au de nos sol. deux. Ouais. Donc, j'ai regardé les statistiques de toutes les autres équipes en éliminatoire, puis ça n'a même pas rapport. Là. C'est même pas proche justement des 7 touchés, 416 verges. C'est vraiment une équipe qui est bon avec la course, puis j'espère qu'ils ne l'oublieront pas, parce que des fois, s'ils ont tendance à commencer le match avec beaucoup de passes, puis c'est comme pourquoi? La Mhm. force, c'est de courir, donc allez avec la course jusqu'à temps que ça ne fonctionne pas. Il faut que ça commence avec ça. Donc, Et, c'est vraiment une attaque qui est axée là-dessus, puis et, doivent, et la doivent beauté s'en de, servir. de cette unité-là, c'est que euh, lors d'un match éliminatoire, ça a été Miles Sanders, de l'autre, ça a été Gainwell. Donc, ça peut venir d'un peu de tout le monde des trois. Je pense que dans les dernières années, les équipes qui ont eu du succès au Super Bowl ont utilisé un visage à plusieurs porteurs différents et ça fonctionne. Difficile pour les défensives de s'adapter à cela. Justement, la défense des Chiefs, c'est quand même une très, très bonne unité contre le sol. On est 8e. On a parlé du travail de Jones qui est énorme au centre de sa Mhm. défensive pour bloquer le jeu au sol. Mais il faut parler de Nick Bolton, le jeune Oui. secondaire, 180 plaqués en saison, 7 en playoffs. Il est partout sur le terrain. Ouais, Nick Bolton, deuxième pour les plaqués là, cette saison dans la NFL. Et aussi, voyons, Willie Gay. C'est-tu Willie?
tout cas, Gay, Willie Gay, oui. dans le fond, PFF, là, qui ont plusieurs statistiques, qui font un classement général des joueurs, ils mettent Bolton deuxième et Gay troisième là, dans les linebackers. Donc, quand même deux excellents secondaires contre la course. Toutefois, Willie Gay, qui n'a pas terminé le match contre les Bengals, et ça a paru, il est incertain à cause d'une blessure à l'épaule. Il risque de jouer. On va se le dire, la très grande majorité des joueurs sont diminués. Il y en a que c'est pas mal plus que d'autres, et lui, ça en fait partie, là. C'est sûr qu'une blessure à l'épaule, quand tu es un secondaire puis tu dois arrêter un porteur de ballon, c'est plus fatigant un petit peu comme blessure. Donc, Ouais. écoute, euh, ouais. Donc, moi, je pense que Bolton, justement, c'est le joueur étoile, si on veut, contre la course. Si Jones est capable de les aider, ralentir un petit peu, accrocher le porteur, c'est à ce niveau-là qu'il pourrait avoir un petit peu de succès, là. Autant que Bolton est dominant d'un côté de cette unité de secondaire, mais malheureusement, on a une faiblesse du côté gauche. Carlos Dunlap, le vétéran, n'est vraiment plus ce qu'il était, là. Ses belles années sont derrière lui. Donc, il va falloir que les Chiefs fassent attention à ça parce que les Bengals, pas les Bengals, les Eagles pourraient vraiment exploiter le côté gauche du terrain pour le jeu au sol. On se transporte vers le jeu aérien. Là aussi, on a une confrontation, somme toute, intéressante. L'attaque aérienne des Eagles est 9e par la passe. On a des receveurs qui sont vraiment explosifs. A.J. Brown, Devontae Smith, Dallas Goedert qui pourraient faire des ravages, là. Oui, c'est comme tu l'as mentionné, là, c'est des joueurs vraiment qui ont un impact très grand au niveau du jeu aérien. La chose qui accroche un peu au niveau du jeu aérien, c'est qu'on a l'air de manquer de répétition, de manquer de momentum, de manquer Ouais. de chimie un peu. On sait que Jalen Hurts s'est blessé en fin de saison à l'épaule. Je pense que somme toute, son épaule récupère bien, mais c'est le manque de répétition, le manque de pratique, le manque de situation, d'adversité aussi dans les matchs. Il a manqué deux matchs en fin de saison. Ils ont eu 2 semaines, vu qu'ils ont été les premiers de la section. Après ça, ils ont eu 2 matchs, comme on l'a dit, qui n'ont pas été très serrés. Ils n'ont pas eu besoin d'utiliser le jeu par la passe beaucoup. Là, encore un autre 2 semaines avant le Super Bowl. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a de la rouille dans l'engrenage, là, que c'est difficile de comme reprendre les repères avec A.J. Brown, avec Devontae Smith. Donc, c'est que Justement, Brown, penses-tu qu'il il ne s'est jamais rendu à ce stade-ci dans sa carrière? On a vu dans les dernières semaines de la frustration, énormément de frustration de sa part. Il ne recevait pas beaucoup de passes. Il était très peu visé aussi. Est-ce que tu penses que c'est un gars qui va être capable de canaliser son énergie parce qu'il a été extrêmement productif en saison, là, 1496 verges, 11 touchés. C'est un gars qui peut vraiment faire la différence, là. Mhm. Moi, je pense c'est qu'il y a vraiment une belle chimie dans ce groupe-là. On voyait avec les images là, qu'il y avait comme 3 Batman là, dans cette équipe-là. Tu sais, je pense qu'ils ont une belle chimie. Après ça, ça a l'air niaiseux, mais Jalen Hurts, c'est quelqu'un qui est très calme, très posé. Ouais. Puis je pense qu'il est capable d'aller parler. Nick Sirianni, l'entraîneur-chef, c'est un coach qui a l'air très proche des joueurs. Donc, je pense qu'il est bien entouré. Je pense que les joueurs sont bien entourés pour garder leur sang-froid. Puis oui, effectivement, c'est quelque chose à surveiller. Mais je pense que s'il n'y a pas beaucoup de réceptions, je pense qu'il y a des joueurs qui vont aller y parler, il y a des vétérans qui vont aller y parler. Puis je pense pas qu'on va assister à quelque chose de. À euh, l'inverse, à À l'inverse la de, Odell Beckham Jr. ouais, Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça va arriver, là. à l'inverse, Devontae Smith est un joueur qui est capable de canaliser cette énergie-là. Il semble avoir de la glace dans les veines. Il a gagné partout où il est passé. À Alabama, il avait été extrêmement productif dans ce parcours qui les a menés au championnat national. En série, il a fait des attrapés clés, même s'il y en avait une en particulier qui n'en était pas une, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Je pense que Devontae Smith, par sa rapidité, par la justesse de ses tracés et par ses mains-sûres, pourrait être cet élément déclencheur pour l'attaque des Eagles. Mhm. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Puis le choix numéro 1 pour une défensive, c'est d'arrêter A.J. Brown. C'est quand même lui le, le joueur le plus menaçant. Donc, ça laisse beaucoup d'espace pour justement Devontae Smith puis Dallas Goedert d'aller Ouais. faire des gros jeux. À un moment donné, tu ne peux pas doubler tous ces joueurs-là. Il faut que tu fasses un choix. Puis ces joueurs-là sont capables d'en prendre. Donc, oui,
À l'inverse des Chiefs, il n'y a pas juste un joueur à arrêter, il y en a Exact. plusieurs, puis à un moment donné, ça vient un casse-tête très complexe, là. Et cette lourde tâche sera attribuée à la défensive des Chiefs qui est 18e contre la passe. On a des éléments qui sont incertains. Le meilleur joueur de cette unité, Jarius Sneed, qui n'a pas terminé le dernier match, a subi une commotion cérébrale, va clairement jouer, mais justement, lui aussi, le manque de répétition risque de lui nuire. C'est une unité qui n'est pas, disons, à son plein potentiel, Michael. Non, clairement. Puis, tu sais, si le Jarius Sneed ne joue pas, ce joueur-là, c'est, si on veut, leur meilleur là, joueur en tertiaire, c'est la recrue là, Watson qui va jouer à sa place avec une autre recrue, McDuffie. Ouais. Ensuite, on a Reed comme safety, qui est Très quand jeune même aussi. un bon safety. Thornhill, qui se débrouille également. Mais c'est sûr que déjà là, avec Snead, ils étaient 18e au niveau de la NFL. Donc, oui, il va jouer, mais comme tu as dit, une commotion. Donc, est-ce qu'il va voir deux ballons arriver en même temps? On ne sait pas. Ça va être difficile pour les Chiefs. Le monstre à deux têtes, si on peut l'appeler comme ça, là, A.J. Brown. On se rappelle cette saison, souvent les matchs des Eagles, on voyait les faits saillants. Les longs jeux allaient à A.J. Brown. Ouais. Puis il terminait tout le temps ces jeux-là. Donc, Et la semaine passée, il faut noter que Reed et McDuffie ont vraiment levé leur jeu d'un cran. Ça a été difficile pour l'attaque des Bengals de s'installer. C'est un effet qui se produit de temps en temps lorsqu'il y a des changements à certaines positions. Les Coréens ne sont pas préparés à l'arrivée de certains joueurs qui vont bien faire. Toutefois, tous les joueurs que tu as nommés tout à l'heure sont très jeunes et peu expérimentés. Donc, ça risque d'être très difficile d'arriver sur le plus gros moment de leur carrière et de faire une autre deuxième performance étincelante comme celle qu'ils ont faite en finale d'association. c'est une position qui est stressante, surtout quand tu n'as pas beaucoup de répétitions, quand tu es jeune comme ça, puis tu fais face justement à un Devontae Smith ou un A.J. Brown, tu es un petit peu plus sur les nerfs. Tu sais, une double feinte, puis là, hop, tu veux te commettre tout de suite, puis finalement, il passe en arrière de toi. Puis après ça, ce jeu-là, tu sais, il peut te rester en tête souvent. Donc, moi, la seule chose qui pourrait, comment je pourrais dire, aider la tertiaire des Chiefs, c'est Hurts et une possible blessure à l'épaule. Thierry en a parlé. Ça a l'air que c'est relativement douloureux comme blessure. Et puis, il y avait de la misère à connecter avec A.J. Brown, avec Devontae Smith un petit peu. Donc, ça pourrait jouer en faveur des Chiefs à ce niveau-là. Justement, on va conclure le tour d'horizon de l'attaque des Eagles avec une analyse du travail de Jalen Hurts qui, en saison, il a été extraordinaire autant par la voie aérienne que par son jeu au sol. Un passing rate de 101,5. Par contre, principalement contre les 49ers, il a été très imprécis. On aurait dit qu'il avait de la difficulté à bien s'ancrer au sol. Son mouvement par la passe n'était pas fluide. Il a terminé avec un rate de 72,3, ce qui est extrêmement bas. Est-ce que c'est une inquiétude pour toi, Thierry? Ben, c'est certain, comme j'en ai parlé tantôt, là, le manque de répétition puis la douleur dans l'épaule, c'est sûr que ça joue parce qu'on n'a pas vu le même Jalen Hurts en saison, en série éliminatoire qu'en saison régulière. Puis je crois pas que c'est à cause de la pression ou c'est un carrière qui est très calme puis qui a l'air de vivre pour ces moments-là. Il a pas l'air à stresser beaucoup, mais c'est vraiment, je pense, un manque de répétition puis de la douleur. Donc, là, il y a eu 2 semaines pour récupérer, 2 semaines pour essayer de reprendre cette chimie-là. Je pense pas que c'est quelque chose qui m'inquiète. Je pense que c'est plus le manque de répétition que la douleur à l'épaule que je trouve inquiétant. Mais c'est quand même très, très le fun de voir les deux carrières qui ont le mieux performé en saison régulière s'affronter au Super Bowl. Absolument. Je pense que c'est les deux candidats numéro un pour le joueur par excellence. Là, si c'est pas Patrick Mahomes, ça va être Jalen Hurts. Mais je pense que ça va être Mahomes, mais on s'entend que c'est un des deux, ça sera personne d'autre. Premier duel aussi entre deux corps arrière noirs. Donc, c'est agréable de les voir si bien performer. Ce sont les vedettes de la NFL. Passons à une
un aspect du jeu que souvent on va délaisser, mais qui est tellement important. Ça fait partie des petits détails. Puis justement, au Super Bowl, ben, c'est l'équipe qui va gagner ces mini-pouces de terrain qui vont terminer par gagner le match. Les unités spéciales. Commençons par celle des Chiefs. Le batteur Harrison Butker a eu des moments très difficiles en saison régulière, seulement un taux d'efficacité de seulement 75%, mais il semble vraiment s'être replacé en éliminatoire. Ouais, ça n'a pas été une saison facile, mais de façon générale, c'est un des bons batteurs, là, je trouve, dans la NFL. Donc, à ce niveau-là, comme tu as dit, en série, très bon, il s'est replacé. Donc, c'est pas 5 en un 5 élément en qui série. m'inquiéterait. Ouais, c'est pas ça qui m'inquiéterait le plus. Puis, le batteur de dégagement, là, il a Thomas environ 10 Townsend. verges de plus. Ouais, il botte à peu près 10 verges de plus que le batteur des Eagles. Puis quand on parle d'un Super Bowl, c'est bataille souvent de positionnement sur le terrain. Donc, ça peut jouer un petit avantage là, à ce niveau-là si on a un match serré. Et dans le cas de Butker, oui, il a eu une saison difficile, il semble avoir fait des ajustements. Par contre, on l'a vu par le passé maintes et maintes fois réussir des field goals gagnants, hein, des bottées de précision gagnants qui ont permis à son équipe de remporter la partie. Bien, ce fut le cas lors de la finale d'association. Ouais. On s'entend que ce n'était pas un botté qui était facile. Grâce disons, à l'erreur de Joseph Ossai, ça a fait en sorte que son travail était plus facile. Mais c'est un gars qui est capable d'être calme dans les moments clés. Donc, c'est vraiment un atout. Et à noter aussi, on a quand même une bonne unité de retourneurs. Isaiah Pacheco, Sky Moore qui a fait tout un retour lors de la dernière séquence. Donc, on a des retourneurs explosifs aussi du côté des Chiefs. Oui, vraiment. Puis Pacheco, justement, tu lui donnes de l'espace, on en a parlé tantôt, mais il est tellement dynamique. J'adore ce genre de demi-offensif là, qui va chercher de la vitesse en une fraction de seconde, une vitesse maximale. Donc, il va falloir que les Eagles soient alertes à ce niveau. Thierry, le batteur des Eagles, Jake Elliott, n'a jamais été mis dans les mêmes positions que Butker, mais c'est un gars qui est très efficace, 87% en série, 2 en 2 en playoffs. Ça a été ça toute la saison régulière aussi. Là, en saison régulière, il y avait 88% de taux de réussite. Alors, c'est pas au niveau des placements que je m'inquiète. Je pense puis il l'a démontré dans les dernières années que c'est quelqu'un qui est capable de prendre la pression puis de réussir des bottées importants. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est tout le reste des unités spéciales. S'il y a une unité qui ne fonctionne pas très bien dans cette équipe-là, c'est vraiment les unités spéciales. En moyenne, cette saison, on a retourné les bottées les bottées de dégagement pour 8,1 verges en moyenne. Donc, c'est pour le 21e rang de la NFL. On n'est vraiment pas bon pour retourner les bottées de dégagement. Je ne sais pas pourquoi on s'entête à mettre Brittain Covey. Il ne fait jamais rien. Il attrape le ballon. S'il décide de courir, il brise aucun plaqué. C'est pénible à voir. Donc, vraiment, les retours sont vraiment faibles. Après ça, les bottées de dégagement, c'est sûr que les Eagles ne dégagent pas beaucoup. Là. C'est pas, ils n'ont pas besoin de dégager souvent, mais ils sont quand même au 28e rang avec 44,5 verges par bottée de dégagement. Donc, le positionnement sur le terrain, c'est vraiment pas une force des Eagles. C'est très important. On l'oublie parce qu'ils ont presque tout gagné leur match puis qu'il n'y avait pas besoin des bottées de dégagement. Mais si c'est un match plus défensif, clairement, ils ont une faiblesse à ce niveau-là, là, des unités spéciales. On parle souvent de la bataille du positionnement, mais souvent, ça va donner le momentum à une équipe. Et ce fameux momentum dans une partie comme le Super Bowl, c'est franchement important. Parlons des entraîneurs, deux unités complètement différentes, l'une avec énormément d'expérience, l'autre avec beaucoup moins. Commençons avec les Chiefs. Coach Reid, qui est la 10e saison avec la barre de l'équipe, a gagné un Super Bowl en 2020. Donc, c'est vraiment un gars d'expérience qui est en contrôle. Ouais, pas grand-chose à dire là, sur Reid. C'est un coach qui s'en va directement au temple de la renommée là, de la NFL. Écoute, il va être calme. Justement, dans les grands matchs comme ça, ce qui peut faire la différence, c'est la gestion du cadran en fin de match. Puis le calme et l'expérience que Reid ça va justement aider les Chiefs là,
non seulement gérer le cadran, mais calmer ses joueurs aussi. Tu sais, on parlait des jeunes recrues là, dans la tertiaire des Chiefs. Ouais, une belle expérience. Puis, si jamais il gagne, il va avoir droit à ses petits cheeseburgers. Ouais, Andy c'est Reid. Burger. Ça doit être spécial pour lui. Il affronte son ancienne équipe. Il a quand même été 14 ans à la barre des Eagles. Il est bien appuyé là, avec Eric Bieniemy, qui est à la 5e saison en tant que Ouais, coordinateur offensif. Espagnuolo. Il pourrait quitter durant l'entre-saison pour avoir un boulot d'entraîneur-chef. Et tu as parlé de Steve Spagnuolo, qui est le coordinateur défensif. C'est sa 4e année avec l'équipe. Son travail, ça va être, comme tu as dit, de calmer ces jeunes joueurs qui ont beaucoup de qualité, mais qui ont très peu d'expérience. Donc, ça Mhm. va être vraiment le focus principal du coordinateur défensif. Du côté des Eagles, Thierry, Nick Sirianni, 41 ans, 2e année à son poste, c'est un gars extrêmement intense, mais on dirait que ça va très, très bien avec la mentalité des partisans des Eagles, là. Qui a été mise à la porte d'ailleurs par Andy Reid, le coach des Eagles. Donc, Donc, on a deux équipes présentement qui ont gagné un Super Bowl dans les dernières années. Ouais, Une équipe qui ont le même groupe d'entraîneurs que la dernière fois, puis l'autre équipe complètement complètement différent. différent, ouais. C'est celui-là des Eagles. Donc, quatre entraîneurs d'unité qui sont des nouveaux, qui travaillent ensemble même depuis juste 2 ans. Donc, c'est un groupe qui est assez jeune, autant d'âge que de travailler ensemble. Donc, au niveau des entraîneurs, clairement, les Chiefs ont un avantage à ce niveau-là. Euh, Est-ce par que, est-ce contre, que tu penses que pour un gars aussi intense et bouillant que Sirianni, il va être capable de justement rester en contrôle là, de toutes les décisions qui sont importantes lors d'un match, là? euh, je pense que oui. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même, qui est très expressif, mais qui prend quand même des bonnes décisions. Vraiment. Ouais. Toutefois, il y a quand même ces deux entraîneurs-chefs qui prennent beaucoup de paris, par contre. Ils aiment ça y aller en 4e essai. Oui. Euh, Ça marche souvent, mais c'est sûr que quand est-ce que ça ne marchera pas? C'est parce que ça va arriver à un moment donné. Est-ce que c'est là que ça va arriver? Donc, c'est deux équipes qui prennent beaucoup de risques. Euh, je- Effectivement, je pense que en termes de gestion de match, Sirianni a beaucoup moins d'expérience que Reid, donc ça se peut que certaines décisions soient peut-être un peu plus douteuses, mais je pense qu'il attend ce moment-là et qu'il va relever le défi Et tu as d'une bonne parlé façon. que justement ce groupe d'entraîneurs est relativement nouveau en poste, mais Sirianni est allé chercher des adjoints en son coordinateur offensif et défensif qu'il connaissait depuis des années. Shane Steichen avec les Chargers, Jonathan Gannon au niveau défensif avec les Colts. Donc, c'est une unité qui se tient et qui est vraiment très, très. On voit beaucoup de cohésion entre eux. Donc, ils sont très, très efficaces dans leurs décisions. Parlons un petit peu des impondérables, hein, les petits éléments qui pourraient faire en sorte qu'une équipe prenne les devants, là, les petits détails qu'on ne peut pas nécessairement voir sur une feuille de statistiques. Commençons avec les Chiefs. On n'a pas le choix de parler quand même de leur expérience. Thierry, tu as parlé du groupe d'unité. C'est une 3e présence au Super Bowl en 4 ans. On est en finale d'association depuis 6 années de suite. Donc, c'est une équipe gagnante, mais qui va clairement vouloir aller chercher un 2e Super Bowl. Excuse-moi, je pensais que c'était pour Mickaël la question, mais effectivement, ils ont gagné un Super Bowl très récemment. C'était-tu Chiefs? Excuse-moi, j'étais un peu dans la lune. C'était-tu Chiefs J'étais que tu sur les parlais? Chiefs. Oui, oui. Ouais, Michael, tu peux y aller Ok, avec c'est ça. les Fait que Chiefs. c'est pas moi qui étais mêlé. OK. Non, c'était pas. Excuse-moi, mais écoute, les Chiefs, oui, effectivement, comme on parlait de Andy Reid, de son expérience, mais c'est Pat Mahomes et Kelsey aussi sont habitués aux grands moments. Ouais. Ils ont vécu un match hyper serré il y a 2 semaines contre les Bengals. Je trouve que quand ils font face à de l'adversité, je trouve comme tout le temps le moyen, si on veut, ils ont eu un énorme retour là, sur leur dernière séquence qui a amené au botté de précision. Donc, c'est comme si trouvaient tout le temps le moyen Ouais. de gagner. Ils ont comme une aura, les Chiefs, qui sont un petit peu, pas imbattables, mais ils sortent tout le temps du trouble. Mahomes, sur une patte, il trouve le moyen de s'en sortir. Donc, je trouve qu'il y a une aura autour des Chiefs, là. On voudra venger leur cuisante défaite lors de leur dernier Super Bowl.
contre les Buccaneers. Ça avait été vraiment dans un seul sens, cette rencontre. Donc, j'imagine qu'on a ce sentiment de devoir non accompli. Là, on va vouloir finir le boulot. Thierry t'a parlé de l'équipe d'entraîneurs des Eagles, mais dans leur formation active aussi, il y a peu de joueurs qui étaient présents lors du Super Bowl de 2018. Donc, c'est une équipe qui rentre avec peu d'expérience en la matière. On a des joueurs qui ont gagné le Super Bowl, mais la majorité, ça va être du nouveau, là. Comme tu dis, la majorité, c'est des nouveaux. Par contre, ceux qui ont déjà gagné le Super Bowl, c'est en majorité des capitaines puis des vétérans. Donc, c'est eux un peu qui vont gérer cette émotion-là. Donc, tu sais, à l'attaque, on a Kelsey qui a gagné, Johnson, Somalou, Lane. Donc, presque toute la ligne à l'attaque ont gagné le Super Bowl. La moitié de la ligne à l'attaque, puis c'est ton ancrage dans l'attaque, ta ligne à l'attaque. Donc, pour eux, ça fait bien. En défensive, tu as la même chose sur la ligne. Tu as Fletcher Cox, Brandon Graham, même Ndamukong Kongsu qui a gagné, mais pas avec eux, mais qui a gagné avec les Buccaneers, tu en as parlé, puis c'était contre les Chiefs, justement. Donc, il y a quand même quelques joueurs qui sont des vétérans puis des leaders qui peuvent essayer d'aider justement les plus jeunes qui ne savent pas comment gérer ce plein d'émotions-là de ce nouveau match-là. Donc, effectivement, beaucoup de jeunes, mais beaucoup de vétérans pour les épauler. Il y a un autre petit impondérable que je suis allé voir, mais je suis allé voir la météo à Phoenix. Il annonce beau, pas de vent, soleil, donc soleil, il va sûrement faire noir un peu rendu à Ça cette va heure-là. avantager les deux équipes, là. Donc, il n'y aura pas d'impondérable pour la météo. C'est vraiment important de le noter. Allons-y justement, suite à toutes ces analyses-là, on a vu des confrontations qui risquent d'être explosives. Ça risque d'être un match très, très difficile physiquement. On a des joueurs de très grande qualité des deux côtés du ballon. Mais là, allons-y d'une prédiction pour ce match en mettant notre côté partisan de côté. Je pense que depuis plusieurs jours de mon côté, je change d'idée pratiquement à chaque heure, là. Oui. Ça peut-tu attendre, tes prédictions? Même après avoir fait justement ces confrontations-là, on se dit que chaque équipe est capable d'aller en chercher un petit peu à droite et à gauche. Thierry, je vais commencer avec toi et non seulement me dire l'équipe que tu penses qui va gagner, mais le genre de match qu'on va avoir. Moi, je pense que même si on a deux grosses attaques sur le terrain, je pense que ça va être plus défensif qu'on le pense. Ça ne sera pas un match à haut pointage. Ça ne sera pas un bas pointage, mais ça ne sera pas à haut pointage non plus. Je pense que les joueurs défensifs vont faire des gros jeux. On a deux carrières justement qui ont des petites blessures qui sont là, mais qui ne sont pas à 100%. Donc, je pense que ça va être plus défensif qu'on le pense. La prédiction, moi, ma prédiction de chiffres, ça va être 34-24 Eagles. Dis-moi donc un MVP potentiel du côté des Eagles de ton côté. Là. Un MVP potentiel, c'est sûr. Le carré est toujours un choix facile, là, mais j'irais pour peut-être Hassan Reddick. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur défensif MVP, là, puis Hassan Reddick. Michael, de ton côté, ta prédiction avec ton MVP. Bon, écoute, deux petites stats rapides. Là. Mahomes, c'est lui qui a eu le plus de verges cette saison par la passe et aucun corps arrière a gagné le Super Bowl l'année que ce corps arrière-là a été le leader au niveau de la passe. Et ensuite, Kansas City, l'équipe numéro 1 pour les points, affronte Philadelphie, la défense numéro 1 contre la passe. Et en 4 affrontements, lorsque l'attaque numéro 1 rencontre la défense numéro 1, la défense a gagné ces affrontements-là. Okay. Donc, si Thierry, ça va dans ce sens-là, ça va être un match, si c'est un match défensif, j'ai peur que les Eagles remportent, mais je vais prendre les Chiefs pour remporter le Super Bowl. Bon. Patrick Mahomes, il est tellement focus dans sa journée média. On lui a posé une question sur la Saint-Valentin. Il l'avait complètement oublié. Il ne savait même pas que ça s'en venait. Donc, Pat Mahomes et les Chiefs pour le Super Bowl. Il a la priorité à la bonne place. Puis Britney est mis en second plan et c'est une bonne chose. Donc, ton MVP, Pat Mahomes, clairement. Je vais pour Pat Mahomes. Récit Cendrillon sur une patte. MVP remporte le match 30-24. Wow.
De mon côté, comme mentionné, j'ai énormément de misère et le principal point est que j'ai beaucoup de misère à parier contre Pat Mahomes. Il a tellement été dominant cette année particulièrement, mais je trouve que les Eagles sont parfaitement bâtis pour gagner le Super Bowl. Donc, peut-être, contrairement à Michael que sa tête lui dit Eagles, ben finalement, il ne suit pas la raison. Et parfois, c'est ce qu'il faut. Hein, la raison va nous amener vers l'erreur. Mais cette année, je trouve que les Eagles, peut-être à part un petit peu les unités spéciales, comme tu as mentionné, Thierry, mais ils ont tout ce qu'il faut pour gagner, autant en attaque qu'en défensive. Ils sont l'équipe la plus équilibrée, selon moi. Donc, je m'attends pas à une grosse performance des carrières, donc pas pour revenir sur ce que tu as dit, Thierry, mais c'est exactement ça. Là, les deux sont diminués. Donc, une performance un petit peu plus défensive. Donc, de mon côté, je m'attendrais à un 24-20 pour les Eagles, avec un MVP comme Devontae Smith, que j'adore Oh! et qui est tellement rapide. Gare au demi de coin des Chiefs. Si le Jarvis Need est encore un petit peu commotionné, je pense que la tête va lui tourner toute la soirée. Donc, Devontae Smith pourrait vraiment avoir un gros impact. L'autre côté du ballon, un joueur que j'adore, Darius Slay, pourrait avoir une interception ou d'autres jeux marquants. Mais je pense que ça va donner l'ascendant aux Eagles dans cette rencontre. Ce qui est certain, je pense c'est qu'on va avoir un bon match, même un très bon match. C'est rare que ce sont les deux équipes numéro 1 qui s'affrontent, mais là, c'est le cas. C'est vraiment les deux meilleures équipes de la NFL qui s'affrontent et on est vraiment gâtés d'avoir deux aussi bonnes équipes pour justement cette grosse rencontre-là. Et en bout de ligne, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Évidemment, un partisan comme Thierry va souhaiter la victoire des Eagles, mais Ben oui. le partisan de football moyen se souhaite un bon match. Puis je pense que c'est ce qu'on va avoir. C'est une soirée qui est vraiment très, très agréable à partager entre amis avec de la bonne nourriture, de la bonne bière aussi. Donc, on va souhaiter un bon dernier match de football parce qu'après ça, c'est très, très long avant qu'on ait du football à se mettre sous la dent. C'est long. Petit mot, Thierry, finalement, pour conclure en vue de ce Super Bowl 57 Ben, ou le Kelsey Bowl. ben, pour une fois cette année, si ça va en prolongation, ça ne sera pas une déception. Ça va Oui, être effectivement. intéressant avec les nouvelles règles. Donc, on ne pourra pas être déçu par un match en prolongation. Donc, même que je serais curieux de voir un match en prolongation. On n'en a pas vu C'est cette vrai. saison en éliminatoire. Je pense Donc, que tu aurais ta dose de stress pour très longtemps. Là. ouais. Michael, un petit mot pour envie de conclure. Ben écoute, comme à chaque année, là, je nous souhaite à nous et à tous nos auditeurs un bon match serré. Tu sais, on veut que ça se joue quasiment sur le dernier botté ou le dernier jeu. Ouais. Donc, ce fut une très belle saison qui se conclut avec, comme tu as dit, les deux meilleures équipes. Donc, ça va être un bon match, je l'espère. Je vais terminer en vous remerciant tous les deux d'avoir montré beaucoup de professionnalisme, une analyse très détaillée. Je pense que c'est intéressant pour ce match-là. Là. Je pense que si on faisait ça à chaque semaine, on endormirait beaucoup de gens. Mais pour ce Ouais. match, c'est essentiel d'analyser chaque petit détail. Puis je pense que de la manière qu'on a bâti notre émission, on l'a fait à la perfection. Donc, merci à tous les deux. Merci aussi à ceux qui ont pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'à la fin. Ça peut paraître beaucoup de noms, beaucoup d'analyses. Hein? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont peut-être avoir écouté cet épisode-là pour pouvoir être capable de suivre un peu cette rencontre-là. Nécessairement, c'est pas nécessairement tout le monde qui sont des assidus de football, mais pour ce dernier match-là, c'est vraiment intéressant d'analyser chaque facette. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors, je vais souhaiter un très bon Super Bowl 57 à tous et à une prochaine épisode du Temps d'arrêt. Merci.